Chers participants, bienvenue à ce webinaire consacré à l'analyse des risques d'incendie. L'analyse des risques, et je reviens un peu dans le temps, a été incluse dans la directive cadre par l'Europe en 1989 et introduite dans la loi sur le bien-être par la Belgique. L'analyse des risques était depuis longtemps un sujet important dans de nombreuses entreprises, mais en 1996, elle a été inscrite dans la loi bien-être. Un incendie est un problème important. De nombreuses entreprises ont eu des difficultés à redémarrer après un incendie. C'est pourquoi une bonne analyse est nécessaire, voire vitale même. Bart van Bever, notre expert en sécurité incendie, vous l'expliquera dans un instant. Entre-temps, pouvons-nous vous demander de couper la vidéo et le son? Merci. Bart, je te donne la parole. Merci beaucoup. Et voilà, je vais changer de caméra. Je pense que c'est un peu plus convivial que de me voir de loin. Donc encore une fois, mes excuses aux gens qui ont reçu le lien correct un peu trop tard, mais je vois que vu les chiffres de personnes qui arrivent maintenant, je vois qu'on va rattraper ça. Voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un sujet, comme hier le dit, qui nous préoccupe, qui nous occupe depuis très longtemps. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je donne cours à des conseillers en prévention, mais il y a en dehors des conseillers en prévention beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Et suite à tous ces cours que j'ai donnés, aussi à avoir écouté les participants, avoir débattu avec les participants sur des solutions potentielles, voilà, j'ai commencé à développer quelque chose parce que je me rends bien compte que la pile de tâches qu'on a dans le contexte incendie n'est qu'un des nombreuses piles de tâches que nous avons. Il y en a plein dans le bien-être au travail, l'ergonomie, le psychosocial, etc., etc. Donc, je me rends bien compte que l'incendie n'est qu'une partie du boulot qu'on a. Donc, c'est pour ça que depuis longtemps, j'ai réfléchi, j'ai présenté, j'ai retravaillé avec du feedback des participants à une méthode qui peut nous aider justement à, dans une structure simple, qu'on peut facilement personnaliser, chacun à la mesure de son entreprise et ses besoins, qui va nous permettre de travailler en plusieurs étapes parce qu'on ne peut jamais dire, voilà, je vais une fois réserver quelques journées et je fais l'analyse des risques selon le code du bien-être au travail, voire même une autre. C'est pas faisable pour la majorité d'entre nous. C'est des choses qu'on doit faire entre toutes les autres tâches que nous avons. Donc, on doit pouvoir travailler en plusieurs étapes. On doit aussi avoir la possibilité de travailler avec les différentes méthodes existantes parce que chacun a un peu des méthodes qu'il favorise par rapport à d'autres parce qu'il les connaît, il en a l'habitude, etc., ou il veut standardiser vers une méthode. J'en parlerai davantage tantôt. Et bien évidemment, l'ensemble doit s'inscrire dans une approche dynamique, planifiée et structurée. Mais avant de commencer, je vais quand même partager avec vous quelques conseils, parce que une des erreurs que moi j'ai commis, que beaucoup d'entre vous certainement ont commis aussi dans leur carrière, c'est ne pas se poser quelques questions avant de commencer, avant de lancer une méthode, etc. C'est de poser la question, mais pourquoi allons-nous faire une analyse des risques? Et effectivement, une des bonnes raisons, c'est parce que la législation nous l'impose, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus? Et nouveau, je vais vous expliquer ce que je vois comme autre possibilité. Ou est-ce que c'est parce qu'une norme le demande? Un exemple, l'NBNS 2100-1 pour la détection incendie, ainsi que d'autres dans le même domaine, demandent, avant de commencer avec un projet, une analyse des risques, une évaluation des besoins, pour justement décrire correctement de quoi on a besoin, de quel type de protection, quel niveau de protection nous avons besoin. Donc, se poser la question, pourquoi on le fait, quel but est-ce qu'on vise à réaliser, ça c'est assez important.
Et si on parle de but, ben, effectivement, les objectifs d'une analyse peuvent être multiples. Mais on pense effectivement tout d'abord à la sécurité des personnes, mais on peut très bien faire des analyses des risques aussi pour évaluer les risques pour le bâtiment, le matériel, le contenu du bâtiment, etc. Donc également pour la continuité de l'entreprise, de l'organisation, voire même une analyse des risques pour voir les menaces à l'environnement, hein, d'un incendie éventuel. Donc il y a plusieurs objectifs possibles. Une autre chose sur laquelle il faut bien réfléchir au départ, et là souvent j'ai des réactions quand j'annonce ce point-ci, c'est de réfléchir avant de commencer sur mais qu'est-ce qu'on va accepter? Parce que si notre analyse des risques montre un certain niveau de risque pour une situation, quels seront nos critères d'acceptance ou de non-acceptance de ces risques-là? Et pour l'illustrer, souvent on dit ben, oui, mais c'est clair, on ne veut pas de victimes, hein. Oui, le PowerPoint sera envoyé à tout le monde ainsi que d'autres supports, vous allez voir, pas de souci, hein. Mais souvent on dit pas de victimes, mais pas de victimes, je suis désolé, mais c'est pas suffisamment précis pour faire notre analyse des risques correctement. Je vous donne un exemple très concret. Un jour, je me retrouvais dans un groupe de travail pour moderniser l'arrêté verbal pour les hôpitaux, celui de 79, qui est d'ailleurs toujours pas modernisé. Tôt ou tard, je pense que les autorités vont y arriver à créer un groupe de travail, mais bon, c'est une autre histoire. Et au début de ce groupe de travail, je posais aussi la question, oui, mais très bien, on va moderniser l'arrêté verbal, mais quel niveau de sécurité est-ce qu'on vise? Et là, de nouveau, oui, pas de victime, oui, mais pas de victime, ça signifie quoi? Imaginez-vous que vous êtes patient dans un hôpital, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous êtes immobilisé pour une raison, sais-je, et il y a un début d'incendie dans votre chambre. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Pas de victime. Pas de mort dans cette chambre-là, juste une légère intoxication ou autre chose, ou quelque chose entre les deux. Qu'est-ce qu'on trouve acceptable? Donc, vous voyez qu'il faut quand même développer un tout petit peu ce qu'on trouve acceptable ou pas acceptable. Et je préfère que ce soit discuté en amont que d'en discuter après. Allez, évidemment, on peut le corriger, etc., mais c'est pas mal d'y réfléchir. De la même façon qu'on peut dire par rapport au bâtiment, combien de mètres carrés ou quelle partie est-ce qu'on peut perdre, ou on peut le chiffrer en euros aussi, hein, le nombre de filiales qu'on peut perdre si c'est une entreprise avec plusieurs filiales. Euh, un exemple dans le domaine de la protection de l'environnement, hein, c'est la collecte des eaux d'incendie, des eaux d'extinction. Voilà. Donc, c'est pas mal de préparer un exercice en réfléchissant sur ces trois questions-là, ce qu'on veut faire. Et évidemment, parmi tous ces objectifs-là, il y a très probablement aussi une synergie, parce que si on protège bien les personnes, souvent on protège aussi de façon déjà assez correcte le bâtiment, le contenu d'un bâtiment, hein. Donc c'est pas mal de trouver, de chercher des synergies, mais je vais quand même vous prévenir que dans l'exercice même, il vaut mieux faire un exercice par objectif. Ce que j'ai souvent vu en faisant des analyses des risques ensemble avec d'autres personnes, que c'est très important que tout le monde travaille sur le même objet, sur le même sujet. Et s'il y a quelqu'un qui, dans son esprit, travaille sur la continuité de l'entreprise, tandis qu'un autre est plutôt axé sécurité des personnes, mais on ne travaille pas à la même exercice. Donc ça, c'est quand même assez important de bien dire, voilà, l'exercice maintenant, ça vise ça et ça et ça, et ça, c'est le cadre qu'on pose, et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Après, on peut très bien, hein, refaire l'exercice dans un autre cadre. Et pour compléter ce premier slide, j'ai encore trois conseils à vous donner. Pour faire une bonne analyse des risques, que ce soit dans le domaine de la sécurité incendie ou plus large, je trouve qu'il faut essayer de rassembler trois compétences. Certainement pour la finaliser, je ne dis pas pour la préparation, etc., mais pour finaliser une bonne analyse des risques, il faut
avoir quelqu'un qui connaît l'objet de l'analyse, l'entreprise, l'organisation, voilà, qui sait ce qui se passe là, quelles sont les activités, comment les gens sont organisés, quel est le type d'équipement qu'on utilise. Donc, il faut quelqu'un qui peut apporter ça au groupe de travail. Deuxième compétence dont nous avons besoin, c'est le domaine d'expertise. Dans notre cas, la sécurité incendie. Il faut quelqu'un qui sait ce que c'est la sécurité incendie, qui comprend les effets, l'évolution, les unes et les autres d'un incendie, de ses conséquences, comment le prévenir, etc. Et finalement, il faut aussi quelqu'un qui connaît des méthodes. Et comme vous allez voir dans la suite de la présentation, il ne s'agit pas de connaître une méthode, il vaut mieux avoir un peu plus d'outils dans son coffre d'outils hein, que juste une. Et donc, vous voyez que avec cette introduction-là, vous ne serez pas étonné que que je parle d'un travail en équipe, hein, donc avec des collègues, le management, des experts externes, s'il le faut, hein, de voir aussi qui prend les devants, qui travaille, etc. Donc de bien s'organiser autour de ça hein, pour mener à bien une analyse des risques. Et donc, effectivement, ben, ça va demander du temps, ça va demander une planification, ça va demander aussi la collecte de données, d'informations, etc. Hein. Donc, voilà déjà quelques conseils pratiques. Euh, Toujours dans un contexte d'introduction, hein, voilà un schéma que vous connaissez tous. Donc, d'abord, définir, comme je viens de le dire, l'objet de l'analyse, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, hein, quelle est la cible qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accepter, hein, faire un inventaire, et c'est là qu'on va commencer tantôt avec l'approche pragmatique, hein, l'inventaire des dangers, des risques, on va les analyser, on va penser dans un contexte de scénario, de causes hein, et conséquences, de gravité, on va les évaluer. Est-ce qu'on peut les accepter? Est-ce qu'on ne peut pas les accepter? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Hein? Est-ce qu'on va prendre des mesures compensatoires? Est-ce qu'il y a peut-être un risque à la fin qu'on ne sait pas protéger de façon technique? On va peut-être plutôt s'assurer pour ces risques-là, etc. Là, je parle clairement dans un cadre plus large que juste la sécurité des personnes. Hein. Mais ce genre de schéma, je suis sûr que vous l'avez déjà vu hein, soit sous cette forme-ci, soit sous d'autres formes. Hein. Il faut bien y penser que c'est effectivement important de tenir à jour une analyse des risques aussi. Et j'ai tenu compte de ça dans la petite méthode que je vais vous proposer tantôt. Aussi quelque chose qui faisait surface à plusieurs reprises quand je discutais avec des conseillers en prévention sur l'analyse des risques, des pièges comme par exemple, ben, voilà, j'ai appliqué une méthode, donc voilà, j'ai fini, l'analyse des risques est finie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Si vous regardez un peu le schéma que je viens de vous montrer, il ne s'agit pas d'appliquer une méthode aveuglement. D'ailleurs, j'en ai eu un qui m'avait présenté un travail de fin d'études comme niveau 1, hein, avec 80 analyses de risques selon la méthode de Prebes. Hein. Et quand on lui posait la question, mais qu'est-ce que vous avez appris à travers ces 80 exercices? Quelles sont les conclusions? Quels sont vos conseils à votre direction? Les priorités, etc. Et aucune réponse, rien du tout. Donc c'est quelqu'un qui a perdu son temps, désolé de l'expression, perdu son temps à faire 80 analyses, mais il a visé quoi? Je ne sais pas. Hein, parce que lui, il ne pouvait pas tirer des conclusions de ça. Autre chose que j'ai vu souvent, surtout avec la méthode de kiné, hein, qui était fort populaire dans plusieurs domaines, c'est qu'on avait pas mal de scores et on allait traiter ces scores comme une science exacte. Hein, donc il ne faut pas le faire, j'en parlerai encore davantage. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais j'ai des documents, hein, c'est un peu similaire avec celui qui avait fait 80 documents avec la méthode d'analyse de Prebes. Ce n'est pas parce qu'on a ces documents qu'on est légalement en ordre. Hein. Je pense qu'on sait tous que le Code sur le bien-être au travail vise quand même un peu plus que d'avoir des documents. Il faut aussi un résultat sur le terrain, hein, des bonnes conclusions, des bonnes décisions, etc.
Et puis j'en ai aussi qui disent, ben, j'ai pas besoin de méthode, je sais ce que je dois faire. Mais là aussi, ça fonctionne pas comme ça. J'ai connu des cas de figure, même d'entreprises à risque assez élevé, qui me disaient au départ d'un exercice, oui, bah, mais on sait déjà, tu sais, les conclusions, ça va être ça et ça et ça. Et puis quand on commençait avec la vraie analyse, avec une méthodique, etc., tout d'un coup, ces gens sont changés d'avis parce qu'ils voyaient plus clair dans les vrais risques que couraient leurs employés et leur entreprise, hein, et pas effectivement ce qu'eux, ils pensaient, ce qui était le vrai risque, hein. Et puis, il y en a d'autres qui disent aussi, oui, mais analyse, ça coûte trop d'argent, donc je ne le fais pas. Voilà. Je partage quelques idées qui font surface euh, plusieurs fois, quoi. Maintenant, pour le tourner dans le sens positif, hein, à mon avis, si on s'investit pour faire des analyses de risques, ben, il faut quand même que tout cet exercice, ce temps, cet effort qu'on fait, nous aide à décider, hein. Et on va vous aider à prendre les bonnes décisions pour justement à travers des méthodes qui vous aident à mieux comprendre ce qui se passe en cas d'incendie, quelles sont les causes potentielles, quelle est la suite, est-ce que les protections sont à niveau, etc. Et là, la notion de scénario va être très importante. Euh, la méthodologie doit aussi vous aider à fixer les priorités, hein, les risques à traiter en priorité. Je pense que tout ça, c'est des évidences, mais quand même, souvent, on saute cette étape-là et on commence aveuglement à appliquer des méthodes. Euh, un point qui demande certainement un peu de clarification, c'est que je trouve qu'une bonne approche en analyse des risques doit contribuer à une concertation constructive et structurée. Et ce que j'entends par ça, j'en parlerai encore tantôt, mais la majorité des analyses des risques que nous faisons, c'est des analyses des risques qualitatifs, hein. On a très peu de chiffres et si on utilise des chiffres, c'est plutôt dans des méthodes semi-qualitatives, hein. C'est pas avec des vraies statistiques, des chiffres durs, etc. Ça, c'est plutôt dans certains marchés de niche, le nucléaire, certaines parties de la chimie, pétrochimie, on a suffisamment de statistiques pour faire une analyse des risques quantitative, pardon, hein. Donc, si on veut le faire de façon qualitative, il est très important de le documenter correctement. J'en parlerai encore lors de cette présentation, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter le bon débat, le débat constructif pour arriver à des bonnes conclusions, à prendre de bonnes décisions. Et puis l'ensemble, et c'est fort lié avec le point dont je viens de vous parler, c'est de prévoir la possibilité de répéter l'exercice d'ici quelques années pour le mettre à jour, pour comparer les résultats aussi avec d'autres situations que vous avez analysées, etc. Et donc prendre des décisions, c'est aussi définir les actions, hein, soit améliorer la prévention, soit améliorer, hein, la protection, et puis effectivement, hein, d'inclure ces actions-là de façon correcte, hein, dans des plans, des budgets. Je pense pour les conseils en prévention parmi nous, hein, le plan global de prévention et le plan d'action annuel ne demandent pas plus d'explications que ça. Et puis, effectivement, voilà, j'en ai déjà touché un mot, de pouvoir réévaluer ce qu'on a fait, évaluer les mesures correctives qu'on a prises, hein, réévaluer les situations après un certain temps, s'il y a des changements, des modifications sur le terrain, mais aussi à des moments où on a dit, voilà, mais il y a quand même de nouveaux points de vue, hein, on a des nouvelles idées, on a des nouvelles compétences, etc. On veut une fois réévaluer. Donc, votre méthode devrait permettre tout cela. Et puis, juste brièvement, quelques notions de base, c'est parce que je sous-estime votre compétence ou votre intelligence, mais c'est juste pour avoir de tout le monde ici les mêmes idées, les mêmes concepts, hein. Donc, je suis sûr que vous connaissez cette idée-là, hein, la probabilité par rapport à la gravité, et ensemble, on a un risque. Et voilà, j'ai, sans mettre une échelle dessus, cité des exemples là-dessus, hein, un incendie à la maison, situation domestique, ben, effectivement, la gravité ou les conséquences sera moins qu'un accident nucléaire, hein, mais la probabilité ou la chance sera plus importante, hein.
Je pense que là, je ne dois pas plus expliquer. Mais une des choses que je veux mettre en évidence aussi, de nouveau, je pense pour la majorité d'entre vous, c'est une matière qui est connue, hein. Donc, si on veut diminuer la probabilité ou la chance, c'est la prévention qu'on fait. Si on veut limiter la gravité ou la conséquence, c'est de la protection qu'on fait. Et donc là aussi, on doit voir si on fait des analyses des risques, sur quel des deux facteurs on va travailler de préférence, hein. Si on peut travailler sur les deux, c'est toujours mieux. Ce que je ne vais pas trop faire aujourd'hui, c'est vous parler des différentes méthodes d'analyse de sécurité incendie. J'en toucherai un mot vers la fin de cette présentation-ci. Et comme nous avons commencé avec un retard d'une dizaine de minutes, hein, je prendrai aussi, j'espère que ça va pour tout le monde, une dizaine de minutes de plus vers la fin. Mais quand même une petite typologie, hein. Donc j'ai déjà parlé du qualitatif, du quantitatif. Le grand problème pour la majorité d'entre nous, de nouveau, c'est qu'on n'a pas les chiffres pour faire du vrai quantitatif. Donc souvent, c'est du qualitatif ou du semi-qualitatif, où toujours on se pose des questions sur l'objectivité. Eh bien là, il ne faut pas se leurrer. Je reviens encore sur la méthode ISO là, que j'ai décrite. Mais l'objectivité de votre exercice ou l'objectivité perçue, ben, c'est tout simplement proportionnel à l'effort. Si on veut faire quelque chose de vite fait, c'est souvent mal fait aussi dans ce cadre-ci, ce qui est mal documenté, mal exprimé, etc. Mais souvent, on aura vraiment une sensation plutôt de subjectivité. Pourquoi? Parce que un tiers qui va lire votre exercice ne va pas comprendre comment vous avez réfléchi, ne va pas comprendre la base de votre exercice. Juste pour vous donner un exemple qui n'est pas dans le domaine de la sécurité incendie, mais un exercice que j'ai souvent quand je donnais des formations ligne hiérarchique, hein. Imaginez-vous une bonbonne de gaz, hein, qui se trouve à côté d'un passage entre un atelier et réfectoire, par exemple, le couloir vers le réfectoire. Et on peut demander aux participants, voilà, mais comment est-ce que vous estimez les risques? Et puis vous allez recevoir des, des réponses qui seront très, très différentes. Il y en a un qui va dire, oui, mais c'est la catastrophe. Il y en a un autre qui va dire, oui, mais le risque est minimal. Et la seule façon pour mieux comprendre ce que ces gens ont dit, c'est de leur demander, oui, mais à quoi est-ce que vous pensez précisément? Et celui qui pense à une catastrophe, il a peut-être un vécu. Il s'imagine peut-être que c'est une bonbonne d'acétylène ou d'hydrogène ou que sais-je, hein, sans protection de la vanne. Si elle tombe, la vanne casse, ça part comme une fusée, ça met un peu de l'incendie ou une explosion partout. Tandis qu'un autre peut dire, bon, à la limite, allez, ça tombe, tout le monde a des souliers de sécurité, peut-être une petite blessure, mais rien de plus. Mais donc, vous voyez que c'est très important de documenter à quoi vous pensez, hein. Donc, ce que vous faisiez, donc, de le faire correctement et d'y attribuer le temps qu'il faut. Mais voilà, une longue introduction, plusieurs idées que je vais essayer de concrétiser un petit peu avec un outil qui n'est pas vraiment mon outil, mais de nouveau qui est basé sur, euh, je vais dire, une expérience collective de gens auxquels j'ai donné des cours et qui ont aidé à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut s'organiser pour arriver plus facilement à un bon résultat, hein, pour réaliser effectivement toutes les bonnes idées qu'on avait énumérées ci-avant. Le plan d'action, l'outil, ben, consiste de quoi? Consiste d'un table. Je vais vous le montrer tout de suite. Et le tableau est fait en Excel. Il sera envoyé vers vous tous ensemble avec la présentation. Donc, pas de souci par rapport à ça. Ce tableau-là, il va nous permettre de faire l'inventaire, de faire la présélection et de nous organiser pour réaliser l'ensemble. Les données même dont on a besoin, ben, j'y reviens quelquefois pour être sûr que ce soit bien compris, hein, mais c'est des données comme le lieu, l'heure auquel on pense qu'on peut avoir un début d'incendie, triangle du feu évidemment, l'importance du contenu, le scénario, et puis effectivement
hein, une sélection, une planification de la suite. Une notion très importante aussi que la méthode nous permet de commencer avec des données raisonnablement brutes et puis doucement d'évoluer vers des données plus précises. Si ce n'est pas clair à ce stade-ci, pas de souci, hein, je vais essayer de le clarifier de plus en plus à travers les différents slides. Donc, point de vue schématique, finalement, de quoi est-ce que nous avons besoin? Quelque part d'un plan de l'entreprise, hein. Donc, il faut un peu connaître le layout, le contenu des différents locaux, même si c'est d'une façon générale au départ, hein. Là, il y a des bureaux, là, il y a une archive, là, il y a un atelier, etc., hein. Même sans connaître les quantités de produits combustibles, etc., on peut quand même commencer l'exercice. Et j'ai ajouté une petite montre pour vous dire aussi que le moment du début d'incendie qu'on va prendre en considération peut faire une différence, hein. Rien que pour prendre l'exemple du bâtiment où je me trouve, hein, le bâtiment d'Agoria, euh, pendant la nuit, il n'y a personne. Donc, un incendie qui se déclare la nuit va avoir tout d'autres conséquences qu'un incendie qui se déclare pendant les heures de bureau. La même chose dans une maison de repos. En régime de jour, il y a plus de staff, il y a plus de personnel. Donc, l'action suite à un début, une détection d'incendie sera différente que la nuit où souvent on ne peut que compter sur une personne présente, hein, dans la majorité de nos maisons de repos. Donc, l'enjeu est tout à fait différent, hein. Si on prend un plan, l'heure auquel un incendie peut déclencher, on prend en considération le triangle du feu que vous connaissez tous, hein, les produits combustibles, l'énergie dont on a besoin et l'oxygène, hein. Et on regarde aussi les personnes présentes, la valeur du contenu, hein. On peut déjà assez bien démarrer un exercice, évidemment, ne pas oublier de décrire le scénario. Et voilà, en quelques étapes, je travaille pour arriver à ce fameux tableau-là. Le tableau, il est de façon un peu brute présenté ici, mais on va entrer en détail plus tôt. Donc, il commence avec le lieu et le temps. Donc, on essaye effectivement de regarder les différentes pièces que nous avons, les locaux, mais peut-être qu'on peut le faire par zone, par compartiment, etc. Donc, un peu de réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut structurer notre bâtiment, parce qu'on ne va pas faire une analyse par locale, ça n'a pas de sens. Je vais vous donner un autre exemple, un hôtel avec 10 étages, ben, probablement que l'étage 2 jusqu'à 8 sont exactement les mêmes. Ça ne sert à rien de faire une analyse des risques par chambre d'hôtel, hein, pour tirer l'exemple un peu à l'absurde. Nous, on va plutôt prendre, par exemple, l'étage supérieur avec les chambres, hein, et prendre éventuellement la chambre qui est le plus éloignée des chemins d'évacuation, hein. Ça, c'est représentatif pour le reste, parce que si on peut assurer à cet endroit-là une bonne sécurité, hein, on est sûr que pour les autres pièces, ce sera bien aussi. Et puis, on peut encore prendre la zone avec tous les locaux techniques, probablement les restaurants, la cuisine, ainsi de suite. Donc, vous voyez que rien qu'avec ça, on peut bien préparer l'exercice, hein, en réfléchissant sur des lieux similaires, etc. Et réfléchissez aussi, et tantôt je vais essayer de l'illustrer sur le moment du début d'incendie. Il faut occuper aussi avec la sécurité incendie dans les écoles. Et là, voilà, on voit déjà la différence entre pendant les heures de cours, pendant les pauses, euh, le soir, par exemple, où il y a des tierces parties qui viennent à l'école pour des activités culturelles ou sportives, etc., et régime de nuit ou régime de week-end, etc. Donc, chaque organisation a un petit peu ses différentes caractéristiques au courant d'une semaine, au courant d'une journée même, hein, de régime qu'ils ont d'occupation du bâtiment. Triangle du feu, évidemment, ben, on va regarder les trois paramètres où il y en a un qui est pour la majorité d'entre nous assez simple à traiter, c'est l'oxygène, parce que pour la majorité de nos applications, hein, on a tout simplement l'air normal
on n'a pas d'augmentation du taux d'oxygène, donc pas de stockage d'oxygène, etc., ni une réduction d'oxygène. Je pense que les gens qui se trouvent dans ce genre de situation avec beaucoup d'oxygène en stock, hein, qui utilisent de l'oxygène ou qui font une réduction d'oxygène, ils ont déjà bien fait leur analyse des risques. Allez, c'est déjà un peu plus spécialisé, hein. Le type d'incendie, on peut y penser aussi, pas nécessaire en première instance, mais on peut penser à un développement rapide, typiquement pour les liquides inflammables, normalement ou lents, donc tout ça c'est prévu. Donc pour penser aussi aux personnes présentes, hein, euh, le nombre de personnes par zone, hein, il faut le lier un petit peu à la zone, aux locaux qu'on prend en considération, mais aussi le type de personnes, hein. Pour parler dans des termes de notre législation, est-ce que c'est du type 1, type 2, type 3, hein, autonome, non autonome, dormant, pas dormant, et ainsi de suite. Mais vous allez voir aussi que rien que dans le non autonome, il y a déjà beaucoup de types différents. Je pense dans le milieu scolaire, on identifie dans les non autonomes, et alors, ouais, je devrais même nuancer cela, hein, on a 8 ou 9 types, selon si c'est l'enseignement néerlandophone ou francophone, hein. D'un côté, on en a 8, de l'autre côté, on en a 9. Mais donc, vous voyez, il ne faut pas aller tout de suite faire des conclusions d'autonome ou de non autonome parce qu'il y a une gamme énorme. Mais donc, important de connaître les caractéristiques par rapport à un incendie des différentes personnes. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils savent réagir? Est-ce qu'ils ne savent pas réagir, hein? La même chose va pour le contenu. On peut le regarder de façon tout simplement matérielle, hein, les machines qui sont là, les matières premières dont on dispose. J'ai une entreprise comme ça qui travaille avec des vieilles machines, mais toujours impeccables, point de vue fonctionnement, de 40 ans. Le problème est qu'ils avaient un site de production et ils n'avaient pas d'alternative pour ces machines. Donc, le jour qu'ils avaient un incendie et que les machines étaient abîmées, hors production, ben, ils n'avaient pas de moyens pour redémarrer à court terme leur production, parce qu'ils n'avaient pas de plan B pour leur machine. La même chose pour les data, hein, toutes les données qu'on stocke sur des serveurs, etc. La même entreprise d'ailleurs, euh, ben, on savait évidemment où se trouvait le serveur, mais on ne savait pas s'il y avait un backup off-site, hein, à un autre endroit de toutes les données. Donc, en cas d'incendie, cette entreprise-là risquait de perdre son outil de production, ses matières premières et toutes ses données. Et ça, effectivement, c'est plus ou moins un scénario de catastrophe, parce que même si pour la sécurité des personnes, les bonnes mesures étaient prises, c'est quand même aussi un coup dur pour le personnel de se retrouver sans emploi après un incendie, un incident de ce type-là. Donc voilà, je pense que rien que pour cette raison-là, ça fait dans mon esprit aussi partie du bien-être au travail, hein, de regarder aussi un petit peu de l'autre côté, hein, continuité de l'entreprise, dégâts matériels et ainsi de suite. Un facteur fort important, je l'ai illustré avec la bonbonne de gaz, hein, mais il faut aussi bien documenter, si vous faites ce genre d'exercice, à quel scénario vous pensez. Le grand avantage de ça, si vous décrivez jusqu'en quelques mots ou en quelques paragraphes le scénario auquel vous pensez, une tierce personne qui va lire votre exercice, il va comprendre comment vous avez réfléchi, il va pouvoir dire, tiens, mais est-ce que vous avez pensé aussi à ce scénario aussi, encore un autre scénario, etc. Et on peut commencer à construire, ajouter les scénarios, voir ce qui est la différence entre les différents scénarios en termes de probabilité ou en termes de conséquences, hein. Et ça devient un exercice beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus utile pour une entreprise qui est effectivement de dire, ben, votre analyse, elle est subjective, hein. Donc, plus que vous décrivez vos hypothèses, vos réflexions, mieux que vous allez pouvoir objectiver, hein, l'exercice que vous avez fait, hein. Et donc, chaque fois que vous pensez, si vous pensez à un scénario, il y a effectivement probabilité et conséquences qui sont liées à ça, hein. Euh, dans le plan aussi, j'ai prévu qu'on peut commencer avec
de nouveau des données qui sont assez brutes et puis affiner doucement l'exercice parce que de toute façon, on ne peut pas faire tout à la fois, hein. Et voilà, on est presque à une petite démonstration de l'Excel que je vais vous présenter. Et de nouveau, et je l'ai répété quelques fois parce que je trouve que c'est très important. Surtout moi, allez bon, j'ai souvent l'intention quand je commence avec ce genre d'exercice d'être assez précis dans les données que je mets dans l'Excel, mais ça n'a pas de sens au début. Donc il faut aussi au début oser travailler avec des données assez brutes. Et une fois qu'on a un inventaire assez complet, de commencer à voir, tiens, mais où est-ce que ça vaut la peine d'être plus précise? Quelles sont les différentes données qui méritent effectivement d'investir un peu plus de temps pour avoir plus de données. Par exemple, au départ, il suffit de savoir qu'on a un archive quelque part avec beaucoup de papier. C'est pas toujours nécessaire de savoir s'il s'agit de 1000 kilos, de 2000 kilos, etc. Hein. Ça, c'est à voir. Donc, ose aussi commencer avec des données assez brutes. Ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose que je dis souvent au début. Est-ce que vous savez comment on peut manger un éléphant? Hein? Je vais vous donner tout de suite la réponse, mais en petits morceaux. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ici, c'est de vous aider à faire ce travail énorme, hein, réaliser une analyse des risques d'incendie complète d'une entreprise d'une façon structurée qui vous aide à doucement, chaque fois que vous avez une heure de temps, d'avancer, de voir votre propre progrès et de ne pas à chaque fois devoir se poser la question, tiens, mais où est-ce que j'étais avec mon exercice et où est-ce que je peux euh, continuer. Ce slide-ci, ben, c'est le lien vers l'Excel que je vais vous montrer brièvement et je vais vous expliquer un petit peu comment je l'utilise d'habitude, mais je vais aussi vous rassurer qu'il n'y a rien de compliqué dans cet Excel-ci. Hein. Les seules fonctions que j'ai utilisées, c'est un filtre que vous voyez en haut, hein, on va le découvrir tout de suite, et des listes de sélection. Je suis sûr que même si vous ne le maîtrisez pas, que vous allez toujours trouver un collègue qui maîtrise ce genre de fonction. Il n'y a aucune protection dans cet Excel, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet Excel-là. Et je pense d'ailleurs que c'est même très important de pouvoir faire ça, parce que ça va vous aider à le mettre sur votre mesure. Et voilà, sans beaucoup de prétention. Et maintenant, je me suis posé un grand problème parce que j'ai un grand écran, mais qui a une bonne distance de moi. Mais voilà, la façon qu'on le fournit, mais gratuitement, et vous pouvez de nouveau l'adapter, le distribuer comme vous voulez. Il y a un petit onglet avec une introduction, hein, mais je vous donne toute l'explication, donc on ne va pas le parcourir aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a 3 onglets qui étaient sur le slide aussi, une liste de base, une liste pré-baisse et une liste sur mesure. C'est quoi ça? Parce que essentiellement, c'est le même tableau. La seule différence, c'est que pour certains champs, comme période de départ d'incendie, il y a effectivement des listes de sélection que vous pouvez utiliser, que vous pouvez d'ailleurs tout à fait adapter à vos besoins, hein, mais ça vous aide à commencer au moins quelque part, à avoir une source d'inspiration. Eh bien, dans la liste de pré-baisse, tous les champs de sélection qu'on retrouve aussi dans la méthode pré-baisse se trouvent ici aussi avec le même jargon, avec hein, les mêmes libellés. Comme ça, ceux qui aiment bien de travailler avec les méthodes pré-baisse, utilisez hein, la liste pré-baisse et tout est déjà préparé. Là, vous pouvez très très bien préparer le terrain pour cette méthode-là. Et puis, si vous dites, voilà, la méthode de base qui est très très simple avec des champs de sélection fort simplifiés, si vous dites, je veux vraiment faire quelque chose sur mesure, voilà l'onglet sur mesure. Hein. Et juste, là au niveau d'explication d'Excel, vous voyez que pour chacun de ces listes-là, parce que c'est de l'autre côté qu'on travaille, c'est pas ici qu'on travaille, vous voyez toutes les différentes options et pour les mettre à jour, il n'y a pas de souci, c'est assez simple d'adapter toutes ces différentes listes-là
hein, selon votre goût, votre méthode préférée, etc. Hein. Et vous voyez qu'ici, voilà, ça c'est les différentes questions qu'on trouve aussi dans la méthode Prébès. Et sur mesure, voilà, tout est encore libre. Vous pouvez commencer vous-même avec ce que vous voulez. Et je ne sais pas si vous travaillez sur un petit écran, je vais peut-être faire un petit zoom, hein, c'est la plus clair. L'ordre des colonnes aussi, faites ce que vous voulez, hein, j'ai aucun souci avec vous. C'est vraiment un tableau sans prétention, je vais dire, mais dont j'ai déjà constaté que ça a aidé pas mal d'entreprises à démarrer leur exercice, à voir plus clair. Donc, au départ, j'ai mis le lieu de départ de l'incendie. Donc, ça, c'est la liste des lieux, des zones, des compartiments, des locaux. Vous pouvez commencer à lister tous les locaux dedans aussi. Vous pouvez tout de suite, sur un plan, indiquer, voilà, c'est ça et ça qu'on va prendre pour telle et telle raison. La seule chose que je vous conseille, hein, parce que la traçabilité d'un exercice, c'est aussi fort important, c'est quand même de laisser une trace ici dedans. Par exemple, vous pouvez dire, je vais évaluer niveau 9, hein, euh, et là, vous pouvez très bien noter niveau 1 à 8 avec un peu de commentaires, voire niveau 9 ou quelque chose comme ça. Mais comme ça, il y a une trace. Vous ne devez pas à chaque fois, à chaque reprise, vous poser la question, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça et ça? Hein, donc, c'est que de nouveau, qu'il n'y a rien de protégé. Hein. Période de départ de l'incendie. Mais là, à comme inspiration, voilà, j'ai mis, par exemple, pendant les heures de travail en dehors, pendant un événement, parce que bon, on peut avoir une journée porte ouverte. Typiquement, c'est quand on fait des activités dont on n'a pas l'habitude, que le risque est un peu plus élevé. Donc, je pense que c'est assez intéressant d'ajouter ce genre de réflexion aussi dans l'exercice, ou service de jour, service de nuit, service de week-end, hein, pour les établissements de soins. Mais de nouveau, vous mettez ça à la mesure de votre entreprise. Pour les substances combustibles, hein, les caractéristiques, ben, là aussi, ici, j'ai pris quelque chose de très, très simple, s'enflamme facilement, hein, susceptible de s'enflammer ou s'enflamme difficilement. Quelqu'un qui veut perfectionner cet exercice, il peut très bien, par exemple, prendre des caractéristiques définies dans tout ce qui est produit dangereux, ou voire même les normes avec les tests de combustibilité, hein, où on a A1, A2, et puis B jusqu'à F. Il y a plein de caractéristiques qu'on peut utiliser là. Hein, point d'éclair, tout ce que vous voulez. Donc, mais au départ, vous pouvez très très bien dire, voilà, je fais un exercice très simple. La même chose pour les quantités. Donc, au départ, il suffit peut-être de noter qu'il y en a. Et puis après, on peut voir si ça vaut la peine, effectivement, de mettre des quantités réelles en litres, en kilos, voilà, selon vos besoins, etc. Mais de nouveau, le piège, et moi je suis déjà tombé à plusieurs reprises dans ce piège-là, c'est de vouloir faire tout trop en détail au départ. Ça n'a pas de sens parce que en commençant à remplir ce genre de tableau de façon un peu brute, on va plus vite, plus clair dans quelles sont les lignes de ce tableau-là qui demandent vraiment notre attention et quelles sont les lignes qui ne demandent pas notre attention. Ici aussi, pour vous aider, j'ai mis une liste de sources d'inflammation, mais qui est basée sur la liste des sources d'inflammation ATEX, hein, que j'ai légèrement adapté là où c'est intéressant pour en sécurité incendie. Mais bon, ça peut aider. De nouveau, c'est à titre d'inspiration. Même chose pour l'oxygène. Il y en a pas mal d'entre vous qui vont pouvoir tout simplement effacer cette colonne-là. Hein, mais sinon, il y a déjà une proposition au niveau d'oxygène réduit, normal ou accru, hein, avec lesquelles vous pouvez travailler. La même chose, type d'incendie. Peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais propagation rapide, normale ou développement, j'aurais peut-être dû mettre, et on peut faire les deux, rapide, normale et lente.
pour les personnes présentes, attends, je vais bouger un petit peu le tableau. Voilà. Pour les les personnes présentes, vous pouvez mettre une quantité, vous pouvez mettre une typologie, donc ajouter une colonne si c'est nécessaire dans votre cas, hein, comme vous le désirez. Valeur du contenu. Là aussi, il est possible de dire, bah, je propose au départ de regarder dans un tableau, mais vous pouvez aussi faire deux tableaux, un qui vise les personnes, un autre avec les valeurs, mais vous pouvez aussi plus facilement le faire au départ en le combinant dans un tableau et puis éventuellement cacher temporairement une colonne ou l'autre, hein, et développer plusieurs scénarios en fonction de ça. Donc n'oubliez pas, dans cette colonne-ci, et il y en a qui trouvent que ça c'est du double emploi, il y en a d'autres qui veulent bien la séparation des deux, hein, mais n'oubliez pas de documenter les scénarios auxquels vous pensez, hein, comment vous voyez le développement d'un incendie, parce que là aussi, on peut avoir une perception tout à fait différente, une personne par rapport à une autre. Un vieux exemple, c'était un écrivain spécialisé en analyse des risques qui décrivait une situation qui disait, voilà, imaginez-vous une vache qui se trouve dans un étable avec à côté de la vache une lampe à pétrole. Et de nouveau, on pose la question à un panel, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Et là aussi, il y a quelqu'un qui peut dire, bon, mais écoute, c'est pas tellement dangereux parce que, bon, à la limite, même si la vache fait tomber la lampe à pétrole, ben, effectivement, on a un peu de pétrole à nettoyer, mais bon, il n'y a pas plus que ça, donc c'est un petit incident, hein, donc pas vraiment de risque. Tandis qu'un autre, avec son expérience, son background, il peut dire, oui, mais si la lampe est allumée, elle tombe à cause de la vache, ben, l'étable peut prendre le feu s'il n'y a pas de compartimentage par rapport à la maison de cette ferme-là. La maison peut prendre le feu. Allez, à la limite, pour exagérer, tout le village peut prendre le feu, hein. Mais vous voyez que ces deux extrêmes qui sont moins probables, mais basés sur la même constatation, la même chose qu'on a vue. Donc, c'est assez important quand même de décrire, voilà, c'est à tel scénario que je pense. Et en pensant à ce scénario-là, voilà, c'est ça les conséquences dont j'ai peur, hein, c'est ça que je crains qui va se passer à la fin. Et puis, les deux dernières colonnes, ben, ils sont plutôt là pour vous aider à vous organiser, hein. Donc ici, vous pouvez, par exemple, utiliser, oui, là je vais faire une analyse plus approfondie, donc je vais utiliser une vraie méthode d'analyse des risques, hein. C'est fait, par exemple, ou je dois la faire, ou je ne vais pas le faire parce que c'est similaire à une autre ligne, etc. Et si vous le désirez, vous pouvez tout de suite faire un lien aussi vers votre méthode d'analyse des risques. Donc voilà quelque chose de très simple et des fois, je, je me dis aussi, est-ce que voilà, je dois présenter ce genre de choses, mais la pratique m'a déjà montré qu'il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs de ce genre d'outils simples qui leur permettent de chaque fois qu'ils ont un peu de temps, de commencer à remplir le tableau, à le compléter. On voit tout de suite où on est, à s'organiser un petit peu et à pouvoir démontrer quand même à leur management, à leurs collègues, à une inspection éventuelle, voilà, c'est comme ça qu'on procède, c'est comme ça qu'on avance, hein, et de pouvoir démontrer qu'on prend son travail au sérieux, que c'est effectivement structuré, organisé pour arriver à une conclusion. Et c'est pour ça aussi que j'ai consacré surtout du temps à vous expliquer ceci, le cadre, pourquoi je fais ceci, et que je consacre un peu moins de temps à ce qui suit. Attends, je ne dois pas oublier à mettre ce tableau de côté, parce que sinon, ça sera difficile. Un petit instant, je cherche mon curseur. Je sais qu'il n'est pas perdu, mais voilà, je l'ai retrouvé. Euh, donc, c'est pour ça que c'est surtout ce Excel-là, avec tous les cadres que je voulais vous expliquer, et pas vraiment vous parler de méthode, mais et j'ajoutais comme annexe quand même une toute petite discussion sur les différentes méthodes, parce qu'il y a un aspect dont je ne vous ai pas parlé et qui n'est pas vraiment repris dans le tableau, c'est les listes de contrôle. Donc, je vais brièvement toucher un mot. Je vais vous
dire un mot sur la méthode Prebes, sur Frame, et puis sur une méthode ISO que je connais bien, que j'aime bien aussi. La liste de contrôle, j'ai quand même gardé quelques slides par rapport à ça, parce que on ne doit pas oublier que être conforme à la législation, c'est déjà aussi une façon de dire, voilà, j'ai limité mes risques. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment traité tous les risques si on peut démontrer qu'on est complètement conforme à la législation? Pour moi, c'est un grand point d'interrogation. C'est pour ça, à la fin, que j'ai dit qu'il y a des gens qui se trouvent de façon parfaitement légale en insécurité. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si on applique que la législation prescriptive, hein, qui est typique pour pas mal de nos textes dans le domaine de sécurité incendie, en dehors du code du bien-être au travail, hein, on dit voilà, la largeur des voies d'évacuation doit être calculée de telle ou telle façon. Mais j'ai déjà vu pas mal de situations de personnes qui ont conçu un bâtiment selon le lettre de la loi, qui n'avaient pas compris l'objectif de la loi, ni l'esprit de la loi, et qui avaient créé de façon parfaite une situation qui n'était pas sûre parce qu'ils n'avaient pas regardé les vrais risques, ils n'avaient pas regardé les limites de certaines législations, parce que chaque législation euh, s'inscrit dans un certain cadre, hein. Quand on fait une législation aussi, d'ailleurs pour l'annexe 6, bâtiment industriel, hein, euh, c'est bien documenté, quels sont les risques dont le législateur a tenu compte, quels sont les risques dont il n'a pas tenu compte, hein. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que je dis attention avec les listes de contrôle, fort utile, hein, parce que c'est simple, mais ne tombez pas dans le piège de dire, voilà, je suis conforme partout, donc il n'y a plus de risques, ce n'est pas vrai, hein. Donc attention aussi que nos prescriptions sont très complexes. Donc attention si vous rédigez une liste de contrôle sur base d'une législation, hein, ne pas oublier le facteur de bien regarder les différentes prescriptions qui sont applicables sur votre situation, hein. Euh, pour ceux qui doivent nous quitter, allez, la session est enregistrée, donc vous allez avoir l'ensemble de l'explication après. Et encore une fois, nos excuses pour la confusion avec les liens. Quelques conseils aussi pour une liste de contrôle. Ici, il faut simplifier, hein, pour des raisons de pouvoir mettre le tout sur un slide, hein. Mais au lieu de dire conforme ou pas conforme, souvent c'est plus convivial de dire acceptable, oui ou non. De nouveau, de le motiver avec le scénario auquel vous avez pensé, hein. Encore un autre conseil pratique là aussi. Euh, Au début de ma carrière, j'ai visité beaucoup d'entreprises où je devais aider à gérer les risques, etc. Et bon, c'était amusant, hein, faire des longs checklists. Mais puis je me retrouvais sur le terrain avec un checklist, allez, on va dire 10 pages. Et à chaque endroit où je me retrouvais, chaque zone, chaque local, je vais commencer à feuilleter, à chercher le bon rubrique, etc. J'ai dit, bon, ça ne fonctionne pas, donc il vaut mieux, si vous voulez travailler avec des listes de contrôle, hein, ou des questionnaires, de le faire de façon modulaire, hein, tous les points qui sont communs, par exemple, comment votre équipe de première intervention est organisée, hein, et puis une liste par zone. Par exemple, est-ce que dans cette zone-là, les extincteurs sont encore bien posés? Est-ce que les pictogrammes sont présents, etc. Et ça va beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile à gérer sur le terrain. Évidemment, même si vous le faites de façon digitale, hein, ce genre de structure, hein, peut vous aider. Et essaye aussi de chaque fois ajouter une dernière question, quelques lignes ouvertes ou une question, est-ce qu'il y a encore d'autres points auxquels vous pensez, pour quand même stimuler de réfléchir aussi en dehors de la liste, hein. Et puis, très brièvement, quelques méthodes. Pour ceux qui ne connaissent pas Prebes, Prebes, c'est, je vais dire, l'ARCOP, mais côté néerlandophone. Maintenant, ils ont fait une méthode qui est assez simple. Il y a un manuel qui est disponible. Eux aussi, ils demandent de documenter le scénario et la méthode est disponible aussi bien en néerlandais qu'en français, hein. Donc là, il n'y a pas de problème, elle est disponible gratuitement. Je sais que pas mal de conseillers en prévention aiment bien cette méthode parce que ça prend typiquement, une fois qu'on s'est familiarisé avec la méthode, 10, 15, maximum 20 minutes par exercice.
Comme chaque méthode, plus que c'est simple, hem, allez, plus que ça devient aussi difficile des fois en tirer des conclusions, mais ça peut être un très bon outil pour vous orienter, pour voir là où vous avez besoin d'une méthode performant ou pas performant. Et c'est pour ça aussi que je pense que l'approche avec notre tableau n'est pas mal, parce que ça vous permet d'utiliser plusieurs méthodes, mais de façon bien ciblée, hein. Frame était une méthode aussi très populaire, mais j'ai encore vérifié hier, allez, d'ailleurs, l'Excel qui est utilisé dans Frame, pas dans Frame Mini, mais dans le Frame complet, c'est moi encore qui l'a fait à l'époque, hein. Mais j'ai vu que le website est offline et Eric de Smet, qui était, allez, je vais dire, le rédacteur de cette méthode-là, ben, ça fait des années qu'on lui cherche, donc on craint qu'il n'est plus actif ou bien pire. Mais je l'ai renseigné parce qu'elle est connue. Moi, j'ai encore le frame complet sur mon ordinateur, si quelqu'un veut l'avoir. Le frame mini, j'ai pas d'exemplaire, donc désolé, là, je peux pas vous aider. Et puis, il y a une autre méthode que moi j'aime très très bien, qui m'a déjà aidé à plusieurs reprises à aider des entreprises, des organisations à mieux comprendre l'interaction entre les différentes mesures techniques de protection contre l'incendie et leur organisation, etc. Parce que c'est une méthode qui est essentiellement une arme des conséquences. Donc on dit, voilà, suppose qu'on a un début d'incendie à tel endroit, comment est-ce que les différentes protections qu'on a mis en place, organisationnelles, techniques, vont interagir. Ça va donner lieu à plusieurs scénarios avec des probabilités, des conséquences. Méthode géniale, mais on ne peut pas l'utiliser pour chaque ligne de notre tableau, hein. Donc, vous voyez, de nouveau, on a intérêt à s'organiser d'abord avant de plonger dans des méthodes. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, le temps ne me permet pas d'entrer là-dedans. Je vais essayer de vous formuler une petite synthèse ici, hein. Donc, préparez bien votre exercice, hein. Pourquoi vous voulez le faire? Quels sont vos objectifs, sécurité des personnes, des biens, etc. Est-ce que vous avez réfléchi sur vos critères d'acceptabilité, hein? Est-ce que vous avez suffisamment de compétences autour de vous? Je vais dire, pour la préparation, c'est probablement pas nécessaire, mais pour finaliser certains exercices, c'est certainement nécessaire, hein. Pensez aussi à tout ce que vous faites. Essayez de faire des choses qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions, parce que c'est pour ça qu'on le fait, hein. On ne fait pas des analyses des risques pour remplir une armoire, pour le cas où on a une inspection, pouvoir démontrer, voilà, on a quand même produit pas mal de papier, hein. J'ai aussi des fonctions de direction, de management. Moi, j'aurais toujours préféré que mon conseil en prévention vienne avec un exercice qui est bien réalisé et qui m'aidait à prendre des décisions où je voyais que c'était fondé, que c'était bien élaboré. Ça facilite vraiment le travail dans une entreprise, ce genre de préparation. Le tableau même, donc, allez, utilise le tableau pour faire votre inventaire, utilise le filtre, les sélections pour voir plus clair dans la masse de données que vous allez créer, hein. Commencez avec des données brutes et après affiner là où c'est nécessaire, hein, et utilise ça aussi comme outil de planification ou d'organisation, etc. Et puis, aller vers les méthodes connues, etc., hein, et adapte aussi l'ensemble à vos besoins. D'ailleurs, je suis toujours à l'écoute, hein, de feedback sur ce que je viens d'expliquer. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois et chaque fois j'ai appris des choses et j'ai essayé de perfectionner encore à gauche et à droite, hein, ce que je viens de vous raconter. Et voilà, je pense que je suis resté plus ou moins dans le temps, pris en compte que nous avons démarré avec un peu de retard suite à cet incident technique. Mais voilà, mon collègue Geert a regardé un peu le chat. Geert, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais encore répondre? Bart, j'ai suivi le chat et je n'ai pas vu de questions. Il y a Très bien. seulement la question si la présentation sera disponible. Oui, certainement, hein. On va Hem, l'envoyer par courriel. OK, Voilà. OK. Ben voilà. Ainsi que l'Excel, voilà. Oui.
Donc, encore une fois, il n'y a rien du tout dans le chat et donc, ça me permet de te remercier, Bart, pour la présentation. Je veux aussi, remercier, les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser par courriel à Bart, et il va vous donner, son adresse email parce que ce n'est pas inclus Ah, dans le dans la présentation. c'est ça. Peut-être, Mais maintenant tout Bart? le monde l'a reçu parce que j'ai envoyé le nouveau lien. Mais allez, de toute Ou façon, peut sera ou peut repris dans le courriel avec les supports. ou peut-être, entre-temps dans le chat, Bart, Oui, ça va vite, hein, certainement. ça OK. Voilà. On attend encore quelques secondes. Et puis voilà, pour ceux qui veulent me revoir ou qui veulent revoir d'autres collègues, encore un tout petit peu de publicité, mais pour une bonne cause, je vais dire, hein, le 16 novembre. Et merci beaucoup pour les réactions dans le chat, ça me fait beaucoup de plaisir. Le 16 novembre, on a les awards et j'annonce déjà un nouveau webinaire le 23 novembre et le 24 novembre sur de nouveau la sécurité incendie des véhicules électriques dans les parkings. La deuxième édition, donc il y a vraiment une mise à jour. Et pour les membres d'Agoria, il y a aussi un kit de démarrage, analyse des risques, qui reprend en grande ligne aussi ce que j'ai expliqué aujourd'hui et j'ai inséré le lien vers le document français-néerlandais, mais là je suis désolé, c'est uniquement pour les membres d'Agoria, mais bon, les autres, ils ont largement le même contenu, je vais dire, avec cette présentation. Donc voilà aussi, merci à Geert pour m'aider aujourd'hui et merci à vous tous.